Bonjour à toutes et tous. J'attends encore peut-être quelques secondes que les personnes arrivent. Alors, je vais commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur les directives anticipées, mieux comprendre pour mieux décider. Donc, je m'appelle Roxane Meyer. Je suis en charge des cours et formations au Centrement de la Société suisse de la sclérose en plaques. Et au programme de ce soir, donc nous avons Béa-Christine Canapi ainsi que Rachel Luciani, qui sont toutes les deux, qui travaillent toutes les deux, pardon, pour le centrement de la Société suisse de la sclérose en plaques, qui vont vous faire une présentation sur cette thématique. Donc, Béa-Christine Canapi est infirmière chez nous et Rachel Luciani, assistante sociale. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet dans le panel du webinaire. Vous verrez, vous aurez un petit carré QR qui se situera soit en haut, soit en bas de votre écran. On tâchera de répondre à la fin à toutes les questions. Peut-être qu'on n'arrivera pas à répondre à toutes, notamment si c'est des questions qui sont peut-être trop spécifiques ou personnelles, mais vous pouvez également prendre contact avec nous par téléphone ou par email par la suite. Et donc, ce webinaire, il est enregistré et il sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours si vous souhaitez le consulter à nouveau. Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Béa-Christine Canapi, infirmière à la Société CEP, ainsi que Rachel Luciani, assistante sociale à la Société CEP, à qui je vais passer l'écran d'ici quelques secondes. Et moi, je vous retrouverai à la fin de ce webinaire pour les questions. Bienvenue pour ce webinaire. Voilà. Du coup, ce soir, on va aborder avec vous trois thèmes. Donc, le premier, c'est les directives anticipées. Il y aura une première partie un peu plus sur tout ce qui est règles, un peu les formes des directives anticipées, et une deuxième partie où ma collègue Béa va reprendre pour un peu aller plus en détail dans le formulaire, dans le côté médical, qu'est-ce que ça implique en fonction de qu'est-ce qu'on remplit dans ce formulaire. Un deuxième thème, ce sera un peu les dispositions en fin de vie, et le troisième, ce sera le mandat pour cause d'inaptitude. L'idée, c'est que vous puissiez avoir un peu les informations sur qu'est-ce que c'est que ces trois thèmes, qu'est-ce que et comment on peut être, à quoi elles consistent et comment les remplir au mieux. Alors, on va juste, voilà, petit problème de souris, voilà, c'est tout bon. Ah, ça allait trop vite, pardon. Voilà. Donc, les directives anticipées, euh, elles portent principalement sur des mesures de maintien en vie. Donc, le maintien en vie, on va pouvoir, enfin voilà, ma collègue va un peu plus aller en détail sur qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vraiment en fait l'objectif des directives anticipées. L'objectif, c'est de se déterminer sur le traitement médical qu'on souhaite euh, lorsque on se retrouve dans une situation de perte de discernement. Faire connaître en fait ses souhaits, sa volonté au médecin. Ça permet de renforcer son autodétermination. Ça veut dire que les médecins vont pouvoir faire des soins en fonction de nos valeurs, de nos souhaits. Et ça permet également de décharger ses proches, c'est-à-dire que c'est pas forcément aux proches de tout à coup, dans des moments difficiles, de prendre des décisions. Donc ça permet d'anticiper ces choses-là. La rédaction des directives anticipées, elle peut se faire en tout temps. Euh, c'est important de prendre vraiment un temps de réflexion avant de les remplir. Euh, Elle est repartie. Parce que, en fait, ben voilà, on sait que c'est des sujets qui peuvent être compliqués, hein, et y réfléchir à la vie, réfléchir à nos valeurs, réfléchir à la mort. C'est quand même des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude tous les jours de discuter. Donc, c'est bien de prendre ce temps de réflexion. Les échanges peuvent être utiles pour avoir un peu des idées plus claires sur qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas. Et voilà, c'est important des fois de pouvoir en discuter avec les proches ou même avec les médecins. Il y a aussi des services de conseil, comme nous, on peut être par exemple aussi un soutien par rapport à ça, mais il y a des conseils spécialisés comme la Croix-Rouge, Prosenectute, qui ont un peu des services spécialisés qui peuvent un peu vous aider à mettre déjà un peu vos idées vos valeurs par rapport à ces thématiques un peu plus claires.
Chaque personne capable de discernement peut rédiger les directives anticipées. Ça, c'est un peu, si on veut bien, la base, c'est de pouvoir être capable de discernement pour pouvoir les remplir. C'est un acte volontaire, donc il n'y a aucune obligation d'établir des directives anticipées. Donc voilà un peu la manière de rédiger ces directives. Euh, Bien sûr, dans ces directives anticipées, on ne peut pas forcément tenir compte de toutes les situations qui peuvent exister. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être important d'avoir un représentant thérapeutique, de désigner une personne qui a ce rôle-là. Donc, c'est important quand on désigne une personne de représentant thérapeutique, faut que ce soit vraiment une personne de confiance euh, avec laquelle on peut bien discuter, où on a pu bien échanger sur qu'est-ce qu'on souhaite, quelles sont nos valeurs. euh, et ce représentant thérapeutique, son rôle, c'est en fait, ce sera lui l'interlocuteur avec les professionnels de santé par rapport à, voilà, si on est en incapacité de discernement, qu'est-ce que c'est lui qui fait le lien avec les interlocuteurs pour pouvoir transmettre les souhaits de la personne. Au niveau de la conservation des directives anticipées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, où on les met. Donc légalement, il n'y a pas forcément d'endroit spécifique pour les déposer. Mais nous, ce qu'on conseille, ce qui est bien, c'est que le médecin traitant, si vous en avez un par exemple, c'est bien qu'il puisse avoir une copie des directives anticipées. Ou en tout cas, ce qui est sûr, votre représentant thérapeutique, si vous en avez désigné un. Et puis, ce qui est important, en fait, c'est que vos proches sachent que vous avez fait des directives anticipées. L'idéal, c'est des fois d'avoir une carte dans le porte-monnaie. Alors, il existe, on peut commander des cartes de disposition personnelle, mais il n'y a pas forcément d'avoir, si vous voulez, la carte officielle. On peut très bien avoir une carte dans notre porte-monnaie, en fait, qui dit que on a effectué des directives anticipées, pardon, et l'endroit où elles se trouvent, afin que si voilà, la situation arrive, ben, en fait, les médecins et vos proches puissent savoir que vous avez fait des directives anticipées et où elles se trouvent. Au niveau de la validité des directives anticipées, il faut qu'elles soient signées et datées avec la mention du lieu. Ça, c'est un peu une règle. Dans l'idéal, il faudrait que tous les 2 ans, elles soient revérifiées. Ça, c'est une recommandation. Et si tous les 2 ans, on les revérifie, il faudrait à chaque fois les resigner, même si on n'a pas fait de modification. L'idée, c'est qu'effectivement, les directives qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, en fonction de l'évolution de la vie ou de l'évolution de notre situation, peut-être que nos valeurs ou enfin, nos souhaits par rapport à la vie ou à la mort, elles ont peut-être changé. Ce qui fait que ça peut être important de temps en temps, tous les 2 ans en tout cas, de pouvoir revoir si elles correspondent toujours à nos souhaits. Euh, mais au-delà de ces 2 ans, évidemment, on peut les modifier en tout temps. C'est-à-dire que si vous les faites aujourd'hui et puis que tout coup, dans 6 mois, vous dites non, mais finalement, c'est pas ça, je me rends compte que c'est pas ça que je veux, j'aimerais changer, bah, elle peut être modifiable en tout temps. Et elles sont valables même si on les a pas actualisées. C'est-à-dire que si, par exemple, ben voilà, il s'est passé 3 ans et vous n'avez pas re-signé au bout de 2 ans, c'est pas grave. Du moment qu'elles existent et qu'elles sont signées, elles restent valables et actuelles. Et là, je passe la parole à ma collègue Béa qui va plus vous parler un peu plus des directives anticipées, du formulaire et comment on peut le remplir au niveau médical et qu'est-ce que ça veut dire. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Je profite de dire bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire. Pour la suite, comme Rachel a dit, je vous propose de poursuivre avec le contenu des formulaires de directives anticipées. On va surtout se concentrer sur l'impact de l'expression de nos souhaits en matière de traitement et de soins médicaux. Les formulaires, donc, comme illustré ici, contiennent différentes parties. Il y a plusieurs formulaires qui existent, on en parlera un peu plus tard, mais ces différentes parties vont varier suivant le formulaire, mais en gros, ça se ressemble un peu à ça. Tout d'abord, on va vous demander d'élaborer vos valeurs. Et les gens se demandent souvent pourquoi, mais ça sert aussi en premier temps de clarifier vos choix que vous aurez à faire par la suite dans les directives anticipées. Elles vont vous permettre d'explorer ce qui donne du sens à votre vie.
soit votre vision de l'autonomie, par exemple, l'importance de vos relations, vos croyances, vos intérêts, ainsi que votre propre définition de ce que c'est la qualité de vie. Et en plus de ça, quand on partage ces éléments, l'équipe soignante va pouvoir mieux vous connaître. Du coup, dans des situations où les décisions ne sont pas évidentes tant pour le représentant thérapeutique que les soignants, malgré ce qu'on a pu écrire dans les directives, ben, ces indications vont aider à comprendre ce que compte réellement pour la personne et ensuite orienter les soins dans les sens de vos souhaits. Ensuite, il y a les directives numéro 2 pour les traitements et les soins médicaux. C'est ce qu'on va aborder un peu plus en détail par la suite. Une troisième partie est normalement dédiée aux informations de votre représentant thérapeutique. Et finalement, il y a les dispositions générales. Ce sont les souhaits pour les moments autour de la fin de vie et après la mort, dont nous allons également parler plus tard. Pour simplifier et pour la suite, on a choisi d'élaborer sur le formulaire de la FMH, qui est l'Organisation professionnelle des médecins en Suisse. Pourquoi on a fait ce choix-là? C'est une version qui est gratuite et disponible en ligne. Il y a deux versions courtes et longues qui sont disponibles. Et il y a une bonne explication qui vient avec ces formulaires. Et c'est surtout parce que vous pouvez faire ça avec vos médecins. Ils seront peut-être plus familiers avec ce formulaire et aussi les personnes du milieu médical. N'empêche que, voilà, vous pouvez choisir un autre formulaire si l'autre formulaire vous parle mieux. On donne ici quelques exemples pour vous montrer qu'il existe une multitude d'offres et aussi des prestations pour vous accompagner dans cette démarche. Je vous donne juste l'exemple aussi de ProSenectute, c'est par contre payant. Le DocuPass, vous pouvez avoir des documents et un conseiller. La Croix-Rouge aussi, comme l'a mentionné ma collègue, Madame Luciani, elle est une des choses intéressantes de la Croix-Rouge, c'est que vous pouvez stocker aussi vos directives dans leur base de données. Bien sûr, c'est payant. Et du coup, il y a la Ligue contre le cancer qui met à disposition sur leur site un PDF et Dieu qui pourrait être aussi intéressant car ils ont un portail testament. Du coup, passons maintenant à la rédaction des directives concernant les traitements et les soins médicaux. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser ce que signifie la capacité de discernement qu'on parle depuis tout à l'heure. Dans le contexte du Code civil suisse, la capacité de discernement, il est défini comme écrit sur la présentation. Ça signifie juste qu'une personne est en mesure de comprendre ce qui lui arrive et d'agir de manière raisonnable. J'ai souligné agir raisonnablement parce que c'est vraiment le cœur de la définition. Et du coup, ça veut dire quoi dans les soins? Ça veut dire qu'une personne doit pouvoir entendre et comprendre les informations concernant sa situation médicale. Cette personne doit pouvoir analyser les conséquences de ses choix et de réfléchir aux différentes options de traitement et exprimer ensuite une décision. Et cette décision doit vraiment venir de la personne sans nécessairement une pression extérieure ni altération de ses facultés ou de ses sens. Du coup, c'est important parce que quand on rédige ces directives anticipées, on a encore cette capacité de compréhension et de décision. Et si un jour on perd malheureusement cette capacité, les directives vont permettre de continuer à faire valoir ce qu'on voulait vraiment. Du coup, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va regarder ensemble comment rédiger un peu ou qu'est-ce que ça implique quand on remplit un formulaire et on va regarder ça avec le formulaire FMH. Le formulaire va proposer trois scénarios et l'idée est de choisir pour chaque situation ce que l'on souhaite comme traitement ou comme soin. Du coup, pour la situation 1, on va parler d'un événement assez subi, assez aigu, un accident, un malaise ou une perte de conscience soudaine. Mais la particularité de cette situation, c'est qu'on va vraiment s'attendre à une récupération. Ça veut dire que l'incapacité de discernement, il est temporaire. Pardon, avancez trop vite. Dans la deuxième situation, la personne va traverser une maladie grave et l'incapacité normalement dure. Et on prévoit une récupération partielle avec des séquelles importantes, soit au niveau cognitif, au niveau physique, d'où la perte de discernement de manière plus prolongée. Du coup, on peut prendre une décision en fonction de ces circonstances-là. Et la troisième situation,
on va se trouver malheureusement dans un état où la capacité de discernement va être irréversible. La personne va ne plus jamais trouver sa capacité de discernement. On pense par exemple à des atteintes cérébrales majeures ou à un stade très avancé de certaines maladies. Du coup, avec ça en tête, je vous propose de regarder de plus près ce formulaire encore et de voir comment ces choix se traduisent dans des décisions de soins. Pour cela, je vais vous présenter un scénario de clinique fictif qui reflète bien ce que nous entendons généralement quand on discute avec des clients et des clientes à ce sujet. Par contre, je vais juste faire une petite mise en garde. Je vais évoquer quand même des situations hospitalières qui sont assez difficiles, car malheureusement, c'est ce type d'exemple qui va permettre d'illustrer clairement les enjeux de certains choix. Du coup, dans cet exemple, ben, j'ai Monsieur D qui a 58 ans, qui a la CEP récurrente rémitante depuis 15 ans, assez stable. Il a des symptômes assez légers. Il travaille. Il a une représentante thérapeutique qui est sa conjointe et ses directives anticipées. Bon, dans l'idéal, il les a rédigées dans les 2 ans. Mais comme Madame Luciani a dit, Rachel, c'est pas nécessaire que voilà, ça va être encore valide même si c'est au-delà de 2 ans. Du coup, en allant travailler, il est malheureusement percuté par une voiture, il a une perte de connaissance et on appelle le 144. L'ambulance arrive, on fait le massage cardiaque, on met un tube pour respirer, on fait tout ce qu'on peut pour le maintenir en vie et on le transfère ensuite aux urgences une fois qu'il est stabilisé sur place. Sa femme arrive et du coup, il amène aux soignants un exemplaire de ces directives anticipées qu'il a remplies comme suit. Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur par la suite? À ce stade, c'est le début et le médecin explique à madame, bon, monsieur, pour rappel, il a une perte de connaissance. Le médecin explique qu'il y a encore un saignement dans le cerveau, mais il peut encore être traité grâce à une chirurgie. Et selon eux, le pronostic est que monsieur pourrait retrouver toutes ses capacités physiques et cognitives. Du coup, en remplissant le formulaire de cette manière, on comprend que monsieur D aurait souhaité que l'équipe médicale fasse tout le nécessaire pour le maintenir en vie. Et dans cette situation, il accepte de traverser de grands inconforts physiques liés à une opération ou à une prise en charge aux soins intensifs. Par exemple, avoir un tube respiratoire dans la bouche, être mis en coma artificiel, potentiellement être nourri de façon artificielle ou même être animé avec des compressions thoraciques en cas de complications, parce que tout cela est temporaire. Alors, monsieur, il comprenait ça quand il a rempli ce formulaire et surtout, après une période de réadaptation, monsieur pourrait s'attendre à revenir à un état de santé qu'il avait avant l'accident. Du coup, on décide de faire une opération dans ce cas-là et on transfère monsieur aux soins intensifs après l'intervention qui était normalement une réussite. Du coup, la chirurgie se passe super bien, le patient est admis aux soins intensifs et on le réveille du coma artificiel, on enlève le tube, il se réveille tout bien et puis il est transféré en chambre. Par contre, après ce transfert, quelques jours plus tard, son état se dégrade subitement. Il devient confus, il est moins conscient, il est clairement désorienté. Et du coup, on fait un scanner cérébral qui montre qu'il a une grosse hémorragie dans le cerveau. Et avec tous ces détails, son pronostic, il va se péjorer. Les médecins estiment qu'il va risquer de perdre beaucoup de fonctions et de vivre avec des grands handicaps physiques et cognitifs. Et dans cette situation, ne sachant pas comment décider pour la suite, l'équipe va se référer aux directives anticipées de monsieur. Et dans ces directives, on va passer à la situation 2 et le patient, monsieur D, avait vraiment exprimé des souhaits assez clairs. On peut encore le transférer aux soins intensifs pour donner potentiellement des médicaments pour aider cette hémorragie, mais pas d'intubation et pas de réanimation. Du coup, monsieur avait précisé que si on arrivait à ce stade-là, il ne voudrait plus d'intervention agressive comme une réanimation cardiaque. Et la conséquence de ce choix, c'est que les médecins n'ont plus accès à certains traitements qui pourraient prolonger sa vie. Cela augmente donc le risque que l'évolution soit
rapidement défavorables, voire que le décès peut survenir plus tôt. À partir de là, on va s'éloigner des interventions lourdes et douloureuses destinées à prolonger la vie à tout prix. On va garder des interventions moins invasives, par exemple, comme je disais, médicaments par voie intraveineuse ou une aide pour respirer avec un masque plutôt que le tube. Et du coup, pas de mise en coma artificielle, par exemple. Du coup, monsieur arrive aux soins intensifs. Monsieur, finalement, il tombe dans le coma à cause de ce saignement persistant. On retourne, on fait plusieurs scanners et puis le saignement, il continue. Vu qu'on ne l'a pas opéré, on n'a pas pu arrêter ce saignement par une opération, mais même les médicaments qu'on a donnés aux soins intensifs, ça ne fonctionne pas. Du coup, le pronostic à ce stade, il est défavorable, mais très défavorable dans le sens où monsieur entre dans une incapacité de discernement permanente. Et à partir de là, les décisions médicales passent dans une logique de maintien de vie, mais avec certaines limites quand même, en fonction de ce que monsieur avait exprimé dans ses directives anticipées. On voit ici dans la situation 3. Du coup, concrètement, comment ça va se passer? On va décider qu'il va sortir des soins intensifs et ça implique souvent d'arrêter certains traitements très techniques qui ont nécessité ce cadre-là. Ensuite, il va retourner en chambre et on va préparer une progressive sortie de l'hôpital si son état le permet. Et ensuite, il y a une discussion avec l'équipe de soins palliatifs qui vont accompagner la suite du parcours pour assurer le confort, sens et cohérence avec ses souhaits. À ce stade, on n'est pas encore dans la dernière phase que vous voyez là-dessous, l'allègement des souffrances où c'est vraiment ça l'objectif. Par exemple, si monsieur va développer une pneumonie, un antibiotique sera encore donné. Par contre, il n'y aurait plus de traitement invasif. Si la pneumonie s'aggrave malgré le traitement antibiotique, on pourra donner de l'oxygène, mais on ne pourra plus poser de tube pour l'aider à respirer, par exemple. De même, on ne va plus donner de médicaments qui nécessitent une surveillance aiguë en soins intensifs. Autrement dit, on continue à soigner, mais dans un cadre qui respecte certaines limites, sans recourir à des interventions lourdes ou agressives qui ne souhaitaient plus à ce stade. Du coup, avec cet exemple, nous arrivons à la fin de la partie consacrée aux directives pour les traitements et les soins médicaux. Et j'espère que cet exemple clinique vous a aidé à comprendre un peu plus concrètement comment vos directives anticipées peuvent influencer les décisions médicales et les soins qui vous seront proposés. Bien sûr, on n'a pas le temps d'aborder malheureusement toutes les situations possibles ni toutes les nuances que l'on peut rencontrer dans la pratique, mais j'espère que cet aperçu vous a déjà permis de voir un peu l'impact réel de vos choix. Pour la suite de la présentation, du coup, je donne maintenant la parole à ma collègue Rachel. Alors, pour continuer un peu juste les directives anticipées, comme je l'avais dit au début, bah, c'est un acte volontaire, donc c'est pas forcément obligatoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait les directives anticipées? Alors, lorsqu'il n'y a pas de directive anticipée ou qu'il n'y a pas de représentant thérapeutique, il y a quand même, en fait, si vous voulez, au niveau de la loi, des personnes qui peuvent prendre ce rôle. La première personne, c'est la personne qui est désignée dans un mandat pour cause d'inaptitude. Donc ça, on verra ce thème par la suite. En deuxième place, il y a le curateur qui est représenté, qui représente la personne concernant les questions médicales. Ensuite, en 3, on peut trouver l'époux, partenaire enregistré, qui, en fait, dans ces situations-là, le médecin va lui demander, en fait, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à votre conjoint. En 4, on a la personne qui fait ménage commun avec la personne incapable de discernement. En 5, les descendants. En 6, les parents. Et en 7, les frères et sœurs. Donc voilà, s'il n'y a pas de directive anticipée, c'est vers ces personnes-là, en fonction de l'ordre, où les médecins vont demander en fait quels sont les soins qu'ils doivent faire par rapport à la personne. Le deuxième thème, c'est les dispositions de fin de vie. Ça, c'est en fait c'est là où on précise nos dernières volontés concernant la fin de vie et le décès. Donc,
pour cette disposition de fin de vie, il n'y a pas des règles de forme particulière comme les directives ou qu'elles soient signées ou des choses comme ça. C'est quand même recommandé de les dater signées. Ça permet quand même d'être sûr que en fait, ce sont bien vos dispositions de fin de vie. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces dispositions de fin de vie? Ben, par exemple, on peut y mettre, voilà, est-ce que notre souhait, c'est d'être incinéré ou inhumé? Qu'est-ce qu'on souhaiterait, par exemple, pour la cérémonie d'adieu? S'il y a des textes qu'on aimerait qu'ils soient lus, si on a des musiques qu'on aimerait qu'elles soient diffusées, le repas d'adieu, on peut aussi noter où c'est qu'on aimerait que le repas d'adieu se fasse. Donc on peut mettre toutes ces informations qu'on souhaite. On peut aussi mettre des informations peut-être un peu plus utiles pour nos proches, par exemple les codes pour les comptes bancaires ou là, enfin, aujourd'hui on sait qu'on a beaucoup une vie sur les réseaux sociaux, donc on peut mettre aussi les mots de passe par rapport à nos comptes qu'on part sur les réseaux sociaux. Donc on peut y mettre en fait toutes ces choses-là qui permettent aussi peut-être dans l'idée aussi de soulager les proches voilà, lorsqu'il y a un décès, bah, ils savent que en fait les souhaits de la personne sont déjà notés et qui peuvent se baser voilà, sur ça. Donc ça, c'est un peu voilà, les dispositions de fin de vie. Euh, et le dernier thème, c'est le mandat pour cause d'inaptitude. Alors, le mandat pour cause d'inaptitude, ça a quand même un aspect un peu plus juridique quand même. Donc, il entre en vigueur uniquement lorsque la personne devient incapable de discernement et après validation par l'APEA. L'APEA, c'est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Et ce mandat, il prend fin lorsque la personne retrouve sa capacité de discernement ou alors qu'elle décède. Pour ce mandat, comme je vous disais, il y a des règles un peu plus strictes. Euh, Ce mandat pour cause d'inaptitude, il confère des pouvoirs de représentation à une personne et il porte sur des affaires administratives, financières et personnelles. Ça veut dire que, en fait, la personne qui a ce mandat, en fait, elle va pouvoir gérer tout ce qui est, par exemple, facture courante. Voilà, si la personne est en incapacité de discernement, est dans le coma, ou voilà, ben, les factures, les choses courantes continuent. Et du coup, ce mandat permet de désigner une personne qui va pouvoir traiter toutes ces choses-là. Elle doit respecter une des formes prévues par la loi, selon l'article du Code civil. Elle doit soit être écrite manuscrit à la main, ou alors elle doit être authentifiée par un notaire. Quels sont les éléments qui doivent y figurer? Donc, c'est un peu l'assistance personnelle, donc c'est un peu aussi un peu les souhaits de la personne. La gestion du patrimoine, là, ça veut dire un peu plus tout ce qui est effectivement facture du quotidien, voilà, toute la gestion finalement administrative et financière qu'une personne peut avoir. Et il y a aussi l'élément représentation dans les rapports juridiques avec des tiers. Ça veut dire que voilà, la personne, elle est aussi, elle représente par rapport, par exemple, à une banque ou par rapport à une assurance. Et là, ce mandat-là et cette possibilité de vous représenter euh, face à des tiers. À quoi il faut penser dans ce mandat pour cause d'inaptitude? Ce qui est important, c'est de pouvoir désigner une personne en qui vous avez confiance. Parce que évidemment, elle va gérer un peu nos affaires, enfin les affaires courantes, des choses peut-être aussi sensibles, financières. Donc, il faut quand même pouvoir avoir confiance en la personne. Et il faut aussi que cette personne, elle soit prête à assumer cette tâche. C'est pas forcément quelque chose qui peut être facile à prendre comme tâche. Donc, il faut aussi se dire, est-ce que, voilà, moi, j'aimerais telle personne, mais est-ce que c'est OK pour elle? Est-ce qu'elle est prête à assumer cette tâche? Ça, c'est important. Euh, il est possible de désigner une seule personne pour toutes les trois tâches, donc les trois tâches qu'on a vues tout à l'heure, ou alors on peut désigner plusieurs personnes, c'est-à-dire on peut désigner une personne qui va plus s'occuper d'être représentant par rapport à la banque, une personne qui va plus gérer l'administratif quotidien. Donc là, on a le choix. Euh, c'est aussi des fois important de réfléchir à désigner un remplaçant, parce que si la personne qu'on a désignée dans ce mandat pour cause d'inaptitude, pour X raison, au moment où en fait bah, elle devrait prendre ce mandat, bah, elle est plus disponible, ou il y a des changements, ça peut être important d'avoir un remplaçant déjà de prévu pour le cas où.
Euh, alors, pensez à une éventuelle rémunération. On peut aussi mettre dans ce mandat la rémunération qu'on souhaite donner à la personne. Après, souvent, des fois, quand c'est des mandats ou c'est des personnes dans notre entourage ou proche, ça peut être aussi un mandat qui est fait gratuitement. Après, c'est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui peut aussi déterminer s'il y a une rémunération ou pas pour ce mandat. Les quatre étapes un peu de ce mandat, bah, la première, c'est évidemment la constitution, le rédiger. Euh, et après, en fait, une fois qu'il est rédigé, il y a la validation. C'est-à-dire que quand la personne qui a fait le mandat se retrouve en incapacité de discernement, ce mandat, il doit être validé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Et une fois que cette autorité le valide, elle va donner le mandat à la personne qui va pouvoir l'exécuter. Et après, à la fin du mandat, évidemment, lorsque la personne retrouve sa capacité de discernement ou décède. Donc ça, c'est un peu les quatre étapes principales de ce mandat. Euh, et c'est aussi un peu, voilà, c'est pas quelque chose de forcément d'obligatoire, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et du coup aussi pour vous dire, voilà, que s'il n'y a pas ce mandat pour cause d'inaptitude, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il y a deux cas de figure. Et le premier, c'est pour les couples mariés et partenaires enregistrés. Dans ce cas-là, c'est le conjoint ou le partenaire enregistré qui ont le pouvoir de représentation pour les actes courants, quand les actes juridiques, administratifs, ordinaires, lire et traiter la correspondance, toutes ces choses-là. Pour les personnes seules, l'autorité protection de l'enfant et de l'adulte va regarder dans un premier temps si dans l'entourage de la personne ou la famille ou les proches, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre ce rôle de représentation. Si ce n'est pas le cas, il va instituer une curatelle de représentation qui va pouvoir prendre, si vous voulez, ce mandat pour la personne. Euh, donc voici un peu, là on a fini en fait un peu avec les thèmes de la soirée. L'idée c'était vraiment que vous puissiez avoir aussi les différences. Voilà, qu'est-ce que c'est les directives, qu'est-ce que c'est les dispositions, qu'est-ce que c'est le mandat pour cause d'inaptitude. Donc on espère qu'on a pu un peu éclaircir tout ça. Et puis je redonne la parole à ma collègue Béa pour conclure. Merci beaucoup, Rachel. Du coup, pour conclure, on sait que penser à sa propre fin de vie et en parler avec ses proches, c'est vraiment quelque chose de pas simple pour toutes et tous, même si on sait que c'est important et j'espère qu'on a pu illustrer à quel point c'est important de rédiger des directives anticipées. Peu de personnes passent réellement à l'action parce que le sujet, comme on a dit, c'est sensible et ça peut réveiller des inquiétudes ou vraiment toucher des grandes émotions profondes. Selon une enquête qui est réalisée par ProSélectute Suisse en 2021, seulement 28 personnes interrogées, 28% pardon, des personnes interrogées ont rédigé leur directive anticipée. Ça montre bel et bien que voilà, c'est pas encore une pratique courante et on espère que ça le sera plus à l'avenir. On voit qu'il y a plusieurs freins. On peut constater, on peut imaginer qu'il y a une charge émotionnelle, que la démarche semble très complexe et on ne sait pas en quoi ça implique ou on a le sentiment que ça nous dépasse. Et justement, pour dépasser ces obstacles, on propose que vraiment, faites pas cette démarche seule. S'il y a quelque chose qu'on peut vous laisser, c'est de dire que d'en parler avec quelqu'un, de se faire accompagner, d'utiliser des ressources qui sont fiables, tout cela peut vraiment vous faciliter à rédiger ces directives anticipées. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On peut soit vous orienter vers des ressources et des professionnels qui pourront vous aider à avancer à votre rythme, ou on peut faire un échange à ce sujet aussi, que ce soit moi ou que ce soit Rachel. Ce serait avec plaisir. Du coup, merci beaucoup pour votre attention. Et pour la fin de ce webinaire, je redonne maintenant la parole à ma collègue Roxane Meyer. Alors, merci mille fois. Je vais juste repartager mon écran pendant que je fais ça. N'hésitez pas à noter si vous avez des questions dans l'espace prévu à cet effet. Alors, donc, hop, voilà. Donc, je laisse encore un petit temps pour les questions.
Alors, il y a une première question là qui est arrivée. Alors, je ne sais pas trop si c'est plus pour Rachel ou pour Béa. Euh, Est-ce que depuis le changement de loi sur le don d'organes, est-ce qu'il faut préciser dans le formulaire des directives anticipées si on est, enfin, si on est d'accord ou pas que des organes soient prélevés? Alors, je peux peut-être répondre à cette question. Effectivement, il y avait eu une votation ou un changement de loi. Alors, elle n'est pas encore entrée en vigueur, donc on est toujours euh, sur la réglementation d'avant, c'est-à-dire le consentement explicite par rapport au don d'organes. Donc, ça veut dire que consentement explicite, ça veut dire que si on veut donner nos organes, il faut pouvoir le notifier. Et ça peut se faire, même actuellement, ça peut se faire dans le formulaire des directives anticipées, où il y a une partie à la fin où les dispositions générales, ça se nomme comme ça, où on peut effectivement déjà dire si on veut être donneur d'organes ou pas. Après, effectivement, la nouvelle loi, la nouvelle réglementation, elle va entrer en vigueur en principe fin 2027. Euh, et la nouvelle réglementation, en fait, elle sera basée sur le consentement présumé, c'est-à-dire que on sera tous, entre guillemets, donneurs d'organes, sauf si on le notifie, comme quoi on ne veut pas donner nos organes. Et ça, c'est pareil. Ça peut se faire également dans les directives anticipées ou dans le dossier électronique du patient. Alors, c'est pas encore quelque chose qui est mis uniformément en place, mais ça peut se faire dans ces deux endroits. Après, que ce soit la réglementation actuelle ou la nouvelle, euh, même si on a une carte de donneur ou si on ne veut pas, enfin, s'il n'y a rien d'écrit, les médecins vont aussi s'approcher quand même des proches pour savoir si la personne avait un souhait. Donc, c'est même si on n'a pas forcément écrit, par exemple, qu'on voulait donner nos organes, mais quand on a discuté avec nos proches et que nos proches le savent, lorsque ça arrive, les médecins, il n'y a rien d'écrit, ils questionnent quand même les proches et ils se basent quand même sur ce que les proches disent. Voilà un peu par rapport à ça. Ok, merci, merci mille fois. Je vais passer à la prochaine question. Est-ce que vous conseillez de rédiger des directives anticipées dès maintenant, même si on n'a que 20-25 ans? Je peux proposer, Rachel, si tu es d'accord, de répondre. Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. En fait, ici, il y a un âge de discernement, c'est sûr, comme on a défini tout à l'heure, il y a cette définition de discernement, mais toute personne qui a capacité de discernement, même s'il n'y a pas de problème tout de suite, on peut rédiger des directives anticipées et c'est même mieux d'y penser un peu en avance, justement pas qu'on soit dans une situation d'urgence et c'est là qu'on doit réfléchir à ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait pas. C'est idéalement une réflexion qui se fait dans le calme où on peut prendre tout son temps et vraiment réfléchir à tous les tenants et aboutissants de ce qu'on veut et des conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'on veut, euh, on veut par exemple, est-ce qu'on peut vivre avec certains handicaps? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'accepte pas? J'ai beaucoup parlé de compression cardiaque parce que c'est quelque chose qui vient souvent à l'esprit parce que c'est très agressif. Du coup, est-ce qu'on veut ça à certains stades ou pas? Mais vraiment, c'est très important de réfléchir, si on peut dire, à tête froide à toutes ces circonstances. euh, Parce que justement, c'est quelque chose déjà de base émotionnel. Alors, si on le fait dans une phase un peu plus, disons, turbulente de nos vies, ou voilà, c'est plus complexe de prendre des décisions au calme. Alors, n'importe quand un peu c'est la réponse. Très bien, merci. Et puis là, je vois qu'il y a encore une autre question. Si on change d'avis concernant les directives anticipées qu'on a écrites il y a peut-être quelques années, et puis on n'est plus forcément en lien ou en accord avec ce qu'on a mis, mais qu'on ne les a pas changées par écrit, mais qu'on les a notifiées auprès de notre personne de confiance, est-ce que cela suffit ou c'est toujours l'écrit qui domine sur la personne de confiance? C'est C'est une super question. Je c'est pense une que bonne je question. propose, Rachel, si tu Oui, arrives à répondre à cette question. alors après, il faut toujours se dire que
Là, si je comprends bien, c'est que la personne aurait mis des directives anticipées, puis qu'il y aurait un représentant thérapeutique, et puis les directives anticipées correspondent plus forcément, si j'ai bien compris la question. Et du coup, là, après, il faut quand même toujours imaginer que lorsqu'il y a la capacité de discernement, les médecins vont regarder les directives anticipées, mais aussi le représentant thérapeutique. Et si le représentant thérapeutique peut expliquer, ben voilà, effectivement, madame a changé, ou les proches, enfin voilà, ils vont quand même discuter avec la famille et pouvoir. L'objectif du médecin, c'est de pouvoir être au plus près des soins de la personne. Donc, je pense que si le représentant thérapeutique peut dire ben voilà, que ça a changé, mais que ça n'a pas été modifié, je pense qu'ils peuvent en tenir compte. Après, dans l'idéal, ce serait bien effectivement que s'il y a des directives anticipées écrites et qu'elles se modifient, ce serait bien aussi de pouvoir les modifier. Comme ça, en fait, on est sûr que nos souhaits soient bien compris et bien pris en compte. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir changer. Après, je pense que voilà, les médecins parlent quand même toujours aux proches et aux représentants thérapeutiques aussi. Voilà, un Ok, début de réponse. super, merci beaucoup. Alors, je pense, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la conclusion de ce webinaire. Donc, je vais une dernière fois partager mon écran. Hop. Alors, je vais juste dire peut-être quelques mots sur la Société suisse de la sclérose en plaques pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien ce qu'on propose. Donc, on a un département qu'on appelle le conseil. Donc, il est constitué d'une infirmière enregistremante qui est donc Béa Canapi et de plusieurs assistantes sociales, dont Rachel Luciani. Et puis, elles sont là pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous transmettre des informations, que ce soit sur des situations financières, sur des aides qu'elles pourraient apporter, sur l'accompagnement aussi dans différentes démarches, comme par exemple dans les démarches de l'AI. Donc, n'hésitez vraiment pas à les contacter et les solliciter pour cela. Donc, vous pouvez soit les contacter par téléphone, là, il y a le numéro qui s'affiche, donc du lundi au vendredi de 9h à 13h, ou alors par email également à info@sclérosenplaques.ch. Donc, si vous contactez, que ce soit par email ou par téléphone, vous tomberez directement sur une personne du conseil, donc une personne formée pour vous répondre à toutes ces questions. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est gratuit. Et puis, on va juste conclure avec les prochains cours et formations qui sont proposés pour vous. Donc, tout d'abord, un webinaire sur les médicaments CEP et la grossesse. Donc, ça, c'est un webinaire qui sera donné par la prof Alice Panchaud, qui est pharmacologue au CHUV. Donc, ce sera le 12 mai en ligne. Et puis, c'est ouvert à toutes et tous. Ensuite, on a un cours en ligne. Donc ça, c'est un cours en ligne pour les personnes qui ont été récemment diagnostiquées, pardon. Donc ce cours, il sera donné par Rachel Luciani et Béa Kenapi. Donc c'est deux séances d'1 heure et demie sur donc deux fois. Les séances sont obligatoires, enfin de participer aux deux. Et quand on dit récemment diagnostiqué, vous avez les dates sur notre site, mais c'est entre 2 et 3 ans pour justement toutes ces personnes qui ont encore peut-être des questions sur leur diagnostic récent. Ensuite, on a un nouvel événement. Donc ça, c'est l'équipe de nos bureaux à Efretikon, donc à côté de Zurich, qui ont lancé ce nouveau format. Donc c'est un day dance, comme on appelle. Donc c'est un festival de jour qui est à destination des personnes atteintes, mais aussi de toute personne intéressée. Donc il y aura des DJ, des moments aussi pour échanger, des stands d'information sur la CEP. Donc pour les personnes atteintes, cet événement, il est gratuit. Et pour les autres, vous pouvez accéder à une billetterie en ligne directement sur notre site. Et donc cet événement, il se déroule à Zurich. Donc c'est un peu loin, mais je pense que ça peut valoir la peine si ça vous intéresse. Ensuite, on a notre camp enfant, donc pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un camp qui est destiné aux enfants entre 7 à 16 ans, dont un des parents est atteint de CEP. Donc, c'est un camp d'1 semaine qui se déroule au MOS et puis qui est entièrement gratuit. Et ensuite, le dernier événement dont j'aimerais vous parler ce soir, donc c'est l'atelier mémoire. Donc ça, c'est un atelier qui sera donné par la docteure psychologue Claire Binchandler-Orliange. Donc, ce sera à Martigny. Et puis, l'idée de cet atelier, c'est d'explorer votre mémoire et puis de voir comment est-ce que vous pouvez optimiser vos capacités.
Donc, on a encore d'autres cours et webinaires qui sont sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à vous inscrire. Vous allez simplement sur notre site qui est noté ici, sous prestations, et ensuite dans la rubrique cours et formation. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, comme dit auparavant, on reste vraiment disponible en cas de questions. N'hésitez vraiment pas à nous contacter. Merci encore à Rachel Luciani et à Béa Canapi pour leur présentation très complète. Donc là, vous allez recevoir un sondage avec plaisir si vous êtes d'accord d'y répondre. C'est anonyme et ça permet aussi de toujours nous améliorer et d'améliorer ce qu'on propose. Donc, on vous enverra tout ça le courant de la semaine prochaine et puis le webinaire sera aussi mis en ligne prochainement. Donc, merci en tout cas pour votre participation et je vous dis à tout bientôt.